Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Lucien Alflans, bonjour, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi, Oli ? Ça va très bien, merci. Manuel As, bonsoir. Salut Olivier, salut les gars, vous allez bien ? Pose la question à Julien Rambaud. Julien Rambaud, comment vas-tu bien ? Mais ça va très bien, Manuel et Olivier et Lucien aussi. Eh bien voilà, nous sommes donc réunis pour une nouvelle émission et ce soir, nous allons parler de un cinéaste qui divise notre rédaction et des films qui divisent également, peut-être, notre rédaction. Donc une émission double en effet. Aujourd'hui, certains d'entre nous avaient vivement souhaité parler du cinéma de David Cronenberg, donc à l'occasion de la ressortie de Crash, son film de 1996 en copie restaurée 4K par la grâce encore une fois de Carlotta Distribution. Mais les opinions des transmetteurs divergents sur le cinéma de l'auteur de Chromosome 3, Vidéotron, Faux Semblants, Spider ou Cosmopolis, pour citer du très bon et du très mauvais, nous avons eu l'idée d'enrichir cette émission de l'analyse d'une œuvre plus précoce dans la carrière de l'auteur-réalisateur, soit Frisson, Shivers, sorti en 1975 et réédité quant à lui fin mai dans un nouveau master HD chez ESC Distribution. L'analyse de ces deux films nous donnera l'occasion de parler de ce qu'on appelle communément les deux versants de l'œuvre du réalisateur canadien originaire de Toronto. En effet, il est de bon ton d'opposer les premiers films de l'auteur plus portés sur la monstration et dont Frisson fait partie, aux films plus tardifs, plus avares d'étalage d'hémoglobine à l'écran, mais peut-être aussi plus intellectuellement complaisants, on va en parler, et dont Crash de 1996 serait une sorte de coup d'envoi. Mais est-ce vraiment si simple que cela ? En effet, un seul coup d'œil à la filmo de David Cronenberg nous permet de dire que la mue, la métaphore est justifiée, a été progressive depuis La Mouche en 86, suivie de Faux Semblants en 88, Le Festin nu en 91, Monsieur Butterfly en 93, avant d'arriver donc sur La Croisette en 1996 avec Crash pour ce qui sera sa première sélection officielle en compétition. Mais étant donné qu'il s'agit d'un auteur très particulier qui nous est contemporain, je demanderai, en guise d'introduction, comment mes camarades ont-ils découvert leur premier Cronenberg et quel fut votre ressenti à l'époque, monsieur Alflans ? Pour être très très franc, je ne me souviens pas exactement du premier film de Cronenberg que j'ai vu. Par contre, je sais que j'ai eu plusieurs fois avec différents Cronenberg, dont Crash et Le Festin nu, entre autres, un trajet d'amour un petit peu particulier, parce que la découverte, dans ces deux cas-là en tout cas, pas toujours été facile. J'avais été, lors de la première vision, il y a de ça 10 ou 15 ans, assez laissé sur le carreau, comme on dit, et puis une seconde vision m'avait peut-être permis de déceler ce qui allait m'intéresser pour la troisième vision, en fait. Et ces deux films-là sont des films que j'ai vus 5 ou 6 fois. Et je pense que c'est à chaque fois, dans ces deux cas-là, vraiment, ça a été la troisième vision qui était la bonne pour moi. Et depuis la troisième vision, à chaque fois que je les revois, je leur trouve des qualités en plus. Contrairement à Manu. Et c'est assez rare. Enfin, Cronenberg est un des rares cinéastes à m'avoir procuré ça. Mais tu spoil un peu, donc Manu, toi, quand et comment as-tu découvert tes premiers Cronenberg et qu'est-ce que ça t'a fait à l'époque ? Je pense les premiers Cronenberg que j'ai découverts, c'est via le vidéoclub. Hein. C'est-à-dire pour moi c'était un auteur qui était rangé dans le fond du vidéoclub avec les jaquettes bien graphiques. Et je pense le premier film que j'ai vu de lui, je pense que c'est peut-être son plus grand film, hein, qui est La Mouche. Je sais pas si on est peut-être divisé au sein de la rédaction, peut-être qu'on arrivera à avoir un consensus sur cet aspect-là. Je pense que c'est un film qu'il n'a jamais réussi à redépasser en termes d'intensité tout du long. La preuve, lui-même en a refait, c'est quasiment le seul film qu'il a refait puisqu'il en a tiré une adaptation en opéra il y a quelques années.
Donc voilà, pour moi c'était un cinéaste qui au fur et à mesure de sa découverte, tu te rendais compte d'une cohérence de son cinéma, mais j'y venais avant tout pour son aspect exploitation en fait. Très bien. Et Julien, toi qui es un cinéphile peut-être plus jeune, peut-être que ta découverte fut plus tardive. Je sais pas si je l'ai découvert plus tardivement. Oui, sûrement plus tardivement, mais avec le même film que Manu. Mais vous savez que moi j'ai un peu cette étiquette de celui qui aime les choses réalistes ou naturalistes, ou en tout cas qui n'est pas vraiment branché cinéma de genre à la base. Et justement, on m'avait dit de regarder The Fly, La Mouche. Et voilà, sur le papier, c'est pas quelque chose qui me réjouissait. Et pourtant, j'ai aussi pris une bonne claque avec ce film. Et bah, Manu vient d'en parler, mais il parlait d'intensité. Ouais, moi je dirais que qu'en dehors de métamorphose, etc., ce qui m'a surtout passionné, c'était l'humanisme qui se dégageait du personnage Le romantisme. et le romantisme, certainement. J'ai après découvert Cronenberg plus par ses films récents comme History of Violence et Les Promesses de l'Ombre, finalement. Donc c'est un peu le trajet inverse que je fais en allant maintenant vers ses plus anciens. Et toi, Oli? Non, moi c'était un peu comme Manu. Je pense que j'ai dû voir La Mouche très tôt. Enfin, je veux dire très tôt, je devais être un pré-ado. Je devais avoir, à mon avis, une dizaine d'années. Mon papa l'avait loué au vidéoclub. Et quelques temps plus tard, j'étais aussi un peu fasciné par le rayon VHS horreur du vidéoclub de mon village. Et il y avait cette jaquette très éloquente et très mystérieuse en fait de Vidéodrome. C'était James Woods qui sortait comme ça de l'écran de télévision et il y avait le visage de Debbie Harry derrière. Et comme j'aimais bien James Woods, j'avais loué le film auquel je n'ai strictement rien compris, mais je pense qu'aujourd'hui c'est toujours mon Cronenberg préféré. Crash, écrit et réalisé par David Cronenberg, sorti en 1996. Cronenberg, il faut le dire que c'est un peu un gars qui s'est fait une spécialité d'adapter des bouquins réputés inadaptables. Tu l'as dit, Le Festin nu, Cosmopolis plus tard. Ici, il adapte, donc pour Crash, il adapte un court roman de James Graham Ballard, publié en 73. Ballard, c'est un écrivain britannique dont les souvenirs d'enfance ont fourni la matière au scénario d'Empire du Soleil de Steven Spielberg en 87. Le film de Cronenberg est tourné au Canada, alors qu'il sort du demi-échec critique et public de Monsieur Butterfly en 93. Autour de lui, il a une équipe hyper solide et en laquelle il croit à mort. Donc il y a le Britannique Peter Suchitsky qui est directeur de la photographie. C'est leur 4e collaboration ensemble. Il y a sa sœur Denise, dont on a appris la mort il n'y a pas longtemps, au costume. Il y a Ronald Sanders qui est au montage, avec qui il a travaillé aussi de nombreuses fois. Et bien sûr Howard Shore qui fait la musique. Il a fait quasiment tous les films de Cronenberg, de Chromosome 3 en 79 jusqu'à son dernier long Maps to the Stars en 2014. Alors, Crash met en scène le couple formé par James et Catherine Ballard, deux personnages bourgeois à la recherche de la jouissance de manière conjugale ou extra-conjugale. James, donc notre héros, il est au début du film responsable d'un accident de voiture lors duquel il tue le mari d'Helen Remington, une femme dont il fera la connaissance quelques jours plus tard dans les couloirs de l'hôpital, accompagné d'un mystérieux personnage du nom de Vaughan, un photographe fasciné par les accidents et les meurtrissures infligées au corps humain. Dès lors, James et Catherine, donc notre couple vedette, entrent en symphorophilie, c'est-à-dire que leur plaisir sexuel est désormais assujetti à l'expérience de catastrophe, ici en l'occurrence d'accident de la route. Au casting, on trouve James Spader, Deborah Kara Unger dans les rôles principaux, qui emmène Holly Hunter, Elias Koteas ou encore Rosanna Arquette dans un plus petit rôle. Pour la première fois de sa carrière, je l'ai dit plus tôt, David Cronenberg est en compétition à Cannes avec ce film.
En 96, donc c'est une grosse année parce qu'il y a Breaking the Waves, il y a Fargo, il y a Un héros très discret de Jacques Audiard. Mais le jury présidé par Coppola donnera sa palme à Secret et mensonge de Mike Leigh. Coppola d'ailleurs ne cachera pas son désamour pour le film de Cronenberg, mais celui-ci sera entre autres ardemment défendu par son compatriote canadien Atom Egoyan, au point que Crash repartira avec le prix spécial du jury. Bref, Lucien, je sais que, donc tu l'as un petit peu dit au début de l'émission, tu adores ce film, donc communique-nous ta passion. Je ne sais pas exactement par où commencer. Je pense que c'est un film sur lequel il va peut-être être bon, peut-être comme le film le fait lui-même, de rebondir et de tourner autour. Je vais peut-être commencer aussi par dire directement que je vais très peu parler de Ballard parce que je n'ai lu que Sécheresse il y a des années. Et, enfin bon, voilà. Moi, ce qui me fascine peut-être dans le film, c'est sa manière de faire se répondre tous les motifs de Cronenberg, en fait. On parle beaucoup de maturité, je sais pas, enfin d'accomplissement, d'aboutissement par rapport aux motifs autour desquels il tourne depuis, on en parlera peut-être, mais enfin certainement, mais depuis son premier film. Et la manière aussi qu'a le film de délester tout ce qui ne fait pas partie intégrante des motifs, sujets, thèmes, visuels, ou pas d'ailleurs de l'auteur. Donc ici, très clairement, c'est assez littéral, comme souvent chez Cronenberg, sauf peut-être en effet dans Vidéodrome, éventuellement Spider et encore. L'homme et la machine, la chair et l'esprit, le sexe et l'amour, la violence, bien sûr la mort, et tout ça à travers l'initiation, la mutation, le transhumanisme, voire ici vraiment une sorte d'animisme mécanique, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et malgré ce recentrement autour de ces gimmicks cronenbergiens, on va dire, le film pour moi reste assez foisonnant dans tout ce qu'il déploie, malgré que ce soit des thèmes extrêmement récurrents dans son œuvre. Après, sans rentrer dans le détail, toujours dans cette idée de boucle autour de motifs et de gimmicks dans le film, qui à certains moments peut vraiment rappeler presque une pièce, une œuvre d'art contemporain. Il arrive en fait à créer une sorte d'état de flottement où des scènes signifiantes vont vraiment s'enchaîner pour créer un tableau assez total, entier, et pour moi d'une incroyable précision, même si potentiellement hermétique. Et il est vrai que pour ce faire, il fait fi de pas mal de règles, de certaines règles en tout cas narratives, mais sans pour moi jamais oublier de créer des variations rythmiques pour annihiler la lassitude éventuelle qui pourrait se créer. Le film ici est vraiment assez, tantôt cotonneux, tantôt vraiment brutal même. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu soulèves, Lucien, et ce qui va peut-être être un des points de désaccord qu'on aura sur le film, c'est ton hésitation entre gimmick et motif. Moi, Crash, c'est un film que j'ai découvert adolescent, peut-être pas forcément pour des raisons très cinéphiles, et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois au cours des années. Et là, ça faisait à peu près au moins une dizaine d'années que je l'avais pas revu. C'est un film qui tient effectivement toujours debout, mais c'est aussi un film qui, à mon sens, porte en germe un petit peu tout ce qui va m'éloigner un peu du cinéma de Cronenberg par la suite. Ce qui pouvait tenir auparavant du motif commence tout doucement et dangereusement à ressembler à du gimmick. Je trouve qu'il y a une trop grande conscientisation de Cronenberg, de son propre cinéma. Et si le film tient toujours la route, à mon sens, c'est surtout parce que c'est avant tout un grand film fétichiste. Formellement, il arrive à un point de maturité dans son œuvre. Il ne cesse de dépouiller sa mise en scène tout en conservant vraiment un aspect organique et charnel. Et cette maturité, il la doit à bon nombre de ses collaborateurs de longue date qui l'accompagnent et qui, à mon sens, apportent beaucoup à son cinéma, que ce soit au niveau des décors, des costumes, de la lumière. Il y a un sens de l'épure dans Crash qui est assez stupéfiant. Et ce qui continue à me fasciner encore aujourd'hui dans le film, c'est justement toute cette dimension fétichiste. C'est vraiment un grand film fétichiste. Ah oui, carrément. Et le plaisir cinéphile qui en découle, il vient justement de ce fétichisme avant tout. Bien plus que le discours que
que Cronenberg essaye d'apposer autour de son film. C'est justement quand le film, à mon sens, s'éloigne un peu de la pure sensation pour y greffer un sens plus large, que je trouve le film beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins intéressant, et qui annonce un peu certains moments assez embarrassants de la filmographie à venir de Cronenberg. Est-ce que tu aurais un exemple précis, Manu, de ouais, parce qu'en fait, gimmick pour moi, c'est quelque chose de vraiment... La sensation au cinéma, ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif. Et le sens, je pense qu'on le partage pour le voir. Après qu'on y adhère ou pas, il est là. Moi, c'est un film qui me fait passer par énormément de sensations. Et c'est vraiment pour moi une des grandes qualités du film. Et justement, il va jouer sur des ruptures à ce niveau-là pour à certains moments te faire ressentir les choses de manière très plate sur le désir et l'excitation pour pouvoir la brutaliser, la couper de manière très nette et justement t'apporter le sens juste à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est du travail de chimiste même. Peut-être, mais à mon sens, il y a vraiment un aveu ou plutôt un désaveu au milieu du film qui tient dans le discours que porte Vaughan, le personnage interprété par Koteas. Cette idée qui pourrait tenir d'un élément de SF sur ce qui s'est passé après l'accident de voiture, que ce flux de voiture viendrait s'intensifier et qui porterait en germe une mutation des corps avec la machine. Tout ce discours qui, à mon sens, est un peu un discours ésotérique dans le film et que porte le personnage de Vaughan, il est évacué à mi-parcours avec une scène où le personnage explique à Ballard, le personnage principal, que tout ce qu'il a raconté, c'était un peu de la foutaise. Que tout ceci tenait avant tout de la fable pour déguiser ses propres pulsions. Et c'est un peu pour moi à ce moment-là comme si Vaughan devenait le porte-parole de Cronenberg et tu avais Cronenberg qui t'avoue à mi-parcours que ce grand discours sur la chair, le métal, c'était avant tout un bel emballage pour juste afficher du sang, du sexe à l'écran. Et c'est là, à mon sens, que ça coince parce que c'est un peu une sorte de justification intellectuelle qui tient pas sur le long. Je pense que c'est ce qu'il a peut-être cherché à garder parce que le film est en effet, tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu parles à certains moments de postulat de science-fiction. Voilà, j'ai dit que j'avais pas parlé de Ballard parce que je le connais mal, mais on peut l'imaginer qu'il a été pioché ça plus dans l'œuvre originelle, là où justement je trouve que le film est assez intéressant parce que par rapport au flux lui-même dont tu parles, il en tient un traitement qui évolue au fil du film, qui est dès la première scène il en parle et la dernière scène tourne autour de ça aussi. C'est pour ça que je dis que le film est très en boucle. Il commence son film par le flux et il le termine en fait par une extraction du flux, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a cette scène qui arrive au milieu, qui est un peu étrange, mais qui est en fait plutôt une rupture pour permettre au film de redémarrer sur ce qui vient par la suite, à mon sens en tout cas. Tu peux le voir comme ça, mais pour moi, ça tient du désaveu à mi-parcours. Pour faire la comparaison avec les écrits de Ballard, justement, il y a chez Ballard un aspect satirique qui est absolument absent du cinéma de Cronenberg, parce qu'il applique quelque chose, à mon sens, de manière un peu trop littérale, ce qui l'empêche justement de désamorcer par la satire certains éléments ésotériques du récit. Et justement, cet aspect très littéral du cinéma de Cronenberg, c'est quelque chose qui va s'accentuer, à mon sens, à mesure de sa reconnaissance critique. Sauf que, à nouveau, pour moi, Ballard, de ce que j'en connais, est un écrivain assez sec, là où Cronenberg est quelqu'un de très lyrique. J'ai du mal à comprendre en quoi il est lyrique, Cronenberg. En tout cas, sur ces deux films dont on parle, je le trouve... Sur celui-ci, en tout cas. Sur celui-ci, sur Faux Semblant, de La Mouche, je le trouve extrêmement lyrique. Pour moi, Cronenberg, en tout cas le Cronenberg que je préfère, en fait, est très lyrique. Alors oui, il l'est moins dans je sais pas moi, dans Cosmopolis, dans Spider ou même dans Vidéodrome que j'aime beaucoup, contrairement aux deux autres que je viens de citer, mais Moi ici je trouve que justement le film il est... En fait c'est marrant parce que cette scène dont vous parlez, Vaughan qui explique que effectivement ce qu'il a dit c'était un peu de la foutaise, bon je caricature, mais je l'ai pris comme une petite annulation de ce qu'il se disait, mais ça m'a pas dérangé parce que justement j'ai l'impression qu'à partir de là le film il s'assume plus aussi en termes d'atmosphère, d'énergie et d'ambiance, et que il dit d'ailleurs dans sa voiture, vivre ça c'est une énergie sexuelle, c'est une libération, c'est une expérience de fou. Moi je prends le film justement comme cette expérience. Narrativement, tu l'as dit Lucien, c'est hermétique, ça peut l'être. En tout cas moi je suis pas sûr d'avoir compris tous les tenants et aboutissants du film, que j'ai peu vu, c'était que la seconde fois. Mais par contre je trouve que Cronenberg, en tout cas ici particulièrement, je trouve qu'il m'emmène
par la perversité, par cet amour et cette recherche de la sexualité différente, disons, dans un autre monde complètement, quoi. Enfin, je veux dire, avec sa voiture qui est vraiment le lieu du transport, et bon, évidemment dans tous les sens du terme, mais le transport sexuel, le transport du désir, et qui par sa dangerosité met les émotions, les excitations à fleur de peau. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, enfin, ce réceptacle, quoi, d'une mort possible à chaque accélération, qui donne cette tension sexuelle et toute l'anxiogénité, je sais pas si ça se dit, mais je crois qu'on comprendra, de cette grande proximité, de cet érotisme palpable, très fort, etc. Enfin, moi j'ai vraiment été ouais, assez étonné par ce côté lascif à chaque plan. Ça commence, on pourrait croire comme un film pornographique, ce rôle d'épouse frustrée qui m'a fait penser à Lost Highway d'ailleurs. Oui, carrément. Ouais. Lost Highway. Enfin, même s'il est pour le coup antérieur à Lost Highway, mais on peut évidemment aussi penser à Eyes Wide Shut, avec lequel le film entretient pas mal de points communs, je trouve. Je suis pas sûr que la comparaison joue vraiment en faveur du film de Cronenberg, parce qu'effectivement, tu as des motifs qui peuvent se répondre, mais il y a un film qui fait du surplace, là où un film ne fait avancer dans la nuit. Ah oui, mais carrément. Mais pour moi, comme je disais, quand je parlais de boucle, on est là-dessus, même sur le traitement des personnages qui sont, comme souvent, on le verra encore dans Shivers, c'est encore pire, entre guillemets, des entités, quoi, des réceptacles, des contenants, des écorces, des enveloppes vides même, souvent, presque. Pour revenir sur ce que je disais, juste sur le lyrisme, et pour ne prendre qu'un exemple, c'est la fin que je trouve absolument sublime, qui est romantique en plein, dans tous les sens du terme, dans le sens romanesque comme sentimental, je vais dire. Concrètement, c'est choisir l'amour et la sensualité en attendant ou en repoussant, c'est selon, c'est un peu selon presque le spectateur à ce moment-là, la mort prête à jaillir. Ce romantisme qui achève le film et qui, comme souvent, voire presque toujours, en fait, chez Cronenberg, ne fait que réitérer une question qui revient très souvent chez lui, qui est mais jusqu'où va l'humain par amour, en fait. Et ça, c'est quelque chose que, enfin voilà, quand je parle de lyrisme et de romantisme, pour moi, on est vraiment en plein là-dedans, quoi. Ouais, moi je parlais en fait d'antipsychologisme, dans le sens où le film n'est pas explicatif et qu'il fonctionne vraiment par une grammaire cinéphilique et par une grammaire de scène et d'enchaînement de plans, et il y a quand même une espèce de radicalité dans l'absence de ficelles dialoguées ou d'explications dialoguées. Mais c'est pour ça que je disais qu'il crée son monde et qu'il crée sa forme de perversité. C'est dans ce que je disais tout à l'heure, la bagnole comme réceptacle des pulsions, quoi, et que... Ouais, c'est aussi un peu un lieu commun, si ce rapport à la bagnole, tu l'as au cinéma comme dans la société. Et moi, j'ai pas l'impression que Cronenberg s'aventure dans des contrées plus cérébrales ou qui élargissent le champ de réflexion. Je trouve que le film reste assez terre à terre et il tourne justement autour de ses pulsions, et c'est justement là où le film fonctionne le mieux. Ce que je disais auparavant, dans ce fétichisme de la caméra de Cronenberg, qui ne cesse de caresser les corps, de caresser les bagnoles, de jouer même à un moment sur la tessiture du son, avec toute cette reconstitution de l'accident de voiture de James Dean, avec tout ce jeu où on finit par réentendre la voix du personnage de Vaughan, au moment même où il va s'extirper de la bagnole. C'est avant tout ce travail plastique qui rend le film fascinant, mais le rapport entre sexe, voiture, ça ne va pas plus loin qu'une imagerie fascinante. C'est carrément un lieu commun, mais en fait, ce que vous dites est super intéressant, parce que ça relève un point qui moi, me fascine dans le film. C'est comment le personnage d'Elias Koteas représente une sorte d'historien de la mort automobile, mais aussi du cinéma. Et ça, c'est fascinant. La frontière entre la fiction du film Crash, et du cinéma avec un grand C, quoi. D'abord en reconstituant des accidents célèbres, ça c'est en effet extrêmement terre à terre. Alors le tout évidemment avec des voitures, ça c'est l'objet presque comparable historiquement au cinéma, à la caméra, au cinématographe, qui est né presque, enfin plus ou moins en même temps, et qui est vraiment enfin voilà, que tout le long de l'histoire du cinéma, on a eu de cesse de comparer. Et tout ça à travers une mise en scène extrêmement cinégénique. Et là, je reviens sur ce que disait Manu, avec le micro, le chuchotement, qui est à nouveau extrêmement lyrique, qui termine sur une phrase. C'est ça, James Dean died of a broken neck and became immortal. Et il en joue même, hein, le personnage étant pas sûr, en disant est-ce que j'en ai pas trop fait à ce moment-là. Donc il y a vraiment toute une mise en abîme là-dessus, qui rejoint encore les références dont je parlais tout à l'heure, tout comme même le fait que
Elias Koteas, j'ai oublié son nom, mais enfin bref, vous voyez, Vaughan. roule dans la Lincoln de Kennedy, et on sait depuis toujours, mais particulièrement depuis l'essai brillant de Toré, à quel point, quand on convoque ce genre d'imagerie dans le cinéma canadien ici, mais cinéma américain, quoi, c'est porteur de sens. Dans quelle manière ces 7 secondes, comme il dit, ont métamorphosé l'histoire du cinéma américain. Et jusque même au boulot du personnage principal, qui est donc publicitaire et qui vit par les images et pour les images, qui va finir par chercher à recréer pour son propre désir et plaisir sexuel. Ça va plus loin que juste la bagnole au cinéma, quoi. Ok, je suis tout à fait d'accord de dire que c'est pas quelque chose d'original, c'est pas un discours hyper original. Après, le traitement est quand même super intéressant. Peut-être, mais c'est aussi un film où Cronenberg commence à prêter un peu le flanc à la surinterprétation en disposant des motifs très reconnaissables et qui vont alimenter la critique ou les débats, et de mon propre point de vue, de manière pas forcément aussi intéressante qu'auparavant. Ouais, après, bon, ça c'est aussi une grande question quand on parle de cinéma, la surinterprétation, l'exégèse, tout ça, mais moi ici ça me semble quand même, chez Cronenberg, ça reste relativement clair. S'il prend comme tous les motifs dont je parlais, pour le coup, ils sont pas choisis au hasard, quoi. C'est qu'ils ont un sens. On n'est quand même pas chez un tâcheron qui plaque un peu les choses comme ça sans savoir ce qu'il fait. Très certainement, mais ce que je veux dire, c'est que cette accumulation de motifs ou de pensifs dont je parle, elle s'applique pas foncièrement à Crash. Elle est beaucoup plus problématique dans les films à venir, mais je trouve que Crash se positionne comme un film vraiment charnière dans sa filmo, et en le revoyant, j'y ai décelé ce qui allait devenir mon désamour du cinéma de Cronenberg par la suite. Là, on rentre comme je disais, dans des débats qui dépassent largement Crash. Maintenant, on sait aussi comment fonctionne Cronenberg, et c'est un truc qui est presque un peu fascinant avec Cronenberg, c'est la manière qu'il a et qui peut être très énervant, hein, ça je peux comprendre, qu'il a en fait d'offrir presque la fiche de lecture avec le film, quoi, ce que la plupart des cinéastes ne font pas, et qui lui donne peut-être un côté un peu pédant, ça j'entends. Et c'est pas que c'est pédant, c'est que pour moi, au final, au fil des années, c'est ça qui a fini par desservir son cinéma. C'est qu'à un moment, il était tellement plus préoccupé de te montrer à quel point son cinéma pensait, qu'il ne me laissait plus du tout penser moi-même, et que ces films sont devenus chiants à mon sens. Tu vois, quand tu tombes sur des volets beaucoup plus problématiques que Crash, hein, parce que Crash, je te dis, ça reste un film que j'apprécie encore de voir, mais un film comme Spider, par exemple, c'est un film imbitable parce que tout est d'un littéral, et en plus une bêtise, même pour le coup, un moment dans la symbolique qu'il utilise visuellement, où tu te retrouves avec des moments très embarrassants. Je me souviens d'un moment de Ralph Fiennes qui est en train d'introduire une grosse clé et qui arrive pas à rentrer la grosse clé dans une petite serrure, et la scène dure, mais tu dis, mais mon Dieu, la connerie du truc. Et après, je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, là, tu parles de Spider alors qu'on parle de Crash, et j'ai l'impression, si je t'ai bien compris, que tu te contredis un peu sur Crash, parce que tu dis à la fois que le film ne te laisserait pas penser par toi-même, et en même temps serait très sujet à la surinterprétation ou à l'exégèse. Non, je te parle du fait que c'est un film pour moi charnière, que c'est qu'à un moment, je commence à voir les rouages du Cronenberg qui va, au fil des années suivantes, va beaucoup me décevoir, parce que c'est un cinéaste que j'appréciais beaucoup, et que, en le revoyant passer l'excitation des premières visions adolescentes, c'est un film où déjà j'y vois certains défauts qui vont constituer quasiment l'entièreté du tableau par la suite. Mais comme vous parlez de la filmo plus élargie, Manu, il y a de ça dans certains films, cette littéralité, etc., un peu appuyée, mais j'ai l'impression qu'il y a des films beaucoup plus simples, comme ceux que j'ai cités, History of Violence ou Les Promesses de l'Ombre, où pour le coup il s'en tient à ses enjeux narratifs et où il est assez clair et qu'il n'essaie pas de surinterpréter ça, j'ai l'impression, moi. If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror.
beyond the power of priest or science to exercise. Très bien, ben donc du coup comme on est parti sur la carrière de Cronenberg, je vous propose peut-être de passer à faire du coup un bond en arrière et de parler un petit peu maintenant de Frisson, juste pour resituer. Frisson, c'est ce qu'il considérera comme son premier film professionnel. Parce que après des études de sciences et puis vite qui sont devenues des études littéraires, Cronenberg, donc ça je vous parle de la fin des années 50, début des années 60, il découvre des films amateurs tournés par ses camarades et il décide de tenter lui aussi l'expérience et il tourne des premiers films un peu underground dès 1966 et il tourne même 2 films de long métrage avant Frisson, Stéréo en 69 et Crimes of the Future en 1970, qui sont vraiment des films underground non produits professionnellement. Et après ça, il va travailler beaucoup à la télévision avant de lier un partenariat avec Ivan Reitman. Oui, celui qui réalisera Ghostbusters et Jumeaux, hein, n'est-ce pas, avec Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger. Donc, et il va finalement réussir à monter les budgets nécessaires à ces longs métrages grâce à un système de tax shelter, figurez-vous, comme en Belgique. Il fait donc son grand retour au grand écran avec Frisson en 75, qu'il a écrit, que Reitman produit, et donc c'est pour lui son premier film professionnel. Le film s'ouvre sur un film promotionnel, celui-là, pour un immeuble de grand standing situé sur une île près de Montréal, le Starliner. On y apprend que l'immeuble comprend tout le confort moderne, un parking, une piscine, une laverie, et c'est là que se déroulera quasiment toute l'action du film. Nous assistons ensuite au meurtre d'une jeune femme, meurtre brutal d'une jeune femme. Son assassin lui brûle le contenu du ventre avec des produits chimiques, puis se suicide. On apprend alors que cet homme était un scientifique qui travaillait sur la création de parasites susceptibles de remplacer des organes humains vitaux. Nous découvrons alors que la jeune femme entretenait plusieurs liaisons charnelles dans l'immeuble et que ses partenaires se trouvent atteints d'un étrange mal qui leur fait éructer de curieuses limaces, voire peut-être des étrons, n'est-ce pas, qui se mettent à attaquer les habitants. Les victimes se retrouvent alors en proie à une sorte de furie sexuelle qui se répand très vite au sein de l'immeuble. Au casting, on trouve quelques acteurs peu connus comme Paul Hampton, Joe Silver ou Lynn Lowry, mais aussi la légendaire actrice anglaise Barbara Steele, quelques années après avoir été immortalisée par Mario Bava ou Federico Fellini. Et pour la petite histoire, apparemment, elle aurait détesté ce film dégoûtant une fois qu'elle l'aurait vu. Parce que si jamais on pense à la fameuse scène de la baignoire, on ne voit jamais le parasite et Barbara Steele dans le même plan. Voilà, donc Julien, tu découvrais ce film. Qu'en as-tu pensé ? Déjà, vous m'avez beaucoup parlé des troncs et vous en parlez encore. Moi, j'y vois plus des pénis, donc je crois que chacun aura sa... Ton pénis est mal en point s'il ressemble à ça. Non, bah, c'est ce que j'en pense. Donc, si tu veux, si vous voulez, je suis un peu saisi par, je trouve, la radicalité de Cronenberg. Je trouve quand même que c'est un cinéaste qui recule devant rien, ou pas grand-chose, mais je dirais plutôt devant rien, qui ne se met pas de barrière et qui c'est très libérateur, je trouve, pour quelqu'un qui crée, que ce soit dans n'importe quel domaine, de voir ce type de cinéaste qui ose tout. Après, voilà, c'est pas un film que j'adore, mais je trouve quand même qu'il y a une forme de jouissance à voir ça, une sorte de jubilation plutôt que de jouissance. Pareil, si on me décrit le film sur le papier, je reste très loin de la salle de cinéma, mais par contre, je trouve que comme il y croit à 200%, et comme il a une croyance en chacun de ses plans et en son cinéma, je trouve que du coup, c'est ridicule de par les plans, les étrons péniciens, etc. Mais c'est jamais ampoulé, c'est jamais too much. Enfin, c'est too much, mais c'est ça qui fonctionne. Surtout, c'est toujours, il y a déjà on sent déjà une gestion assez talentueuse de l'effet purement viscéral qu'on retrouve dans Crash, qu'on retrouve dans quasi tous ces films, quoi. Et d'ailleurs, cette scène de baignoire dont tu parlais, elle est assez jubilatoire, justement. Il y a un truc qui fait mal dans ton ventre en tant que spectateur, quoi. Oui, mais justement, on en parlait un peu dans l'intro, je croyais que le mal allait être physique,
justement un peu bête et méchant, disons une grosse bébête ou une grosse saloperie, mais comme on l'a dit, c'est aussi toutes les pulsions sexuelles de mort, de trivialité, toutes les pulsions anarchiques qui ressortent pour vraiment cracher sur la gueule des bourgeois, cracher sur les ombrelles des... Je sais pas si l'anarchisme est le mot qui correspond bien au film. Moi, je parlerais plutôt de nihilisme dans ce cas-ci. Oui, mais en fait, je faisais allusion à la charge morale contre la bourgeoisie, le sang qui coule sur le parapluie, vraiment les choses qui explosent dans le visage des gens aisés, les bonnes conventions de société, etc. Et c'est en ça que je dis anarchiste dans sa charge virulente envers la classe aisée, en fait. Par exemple, je note cette phrase qui dit « Everything is ironic, everything is sexual ». Donc tout est ironique, tout est sexuel, et je me dis oui, effectivement, c'est assez révélateur, je trouve, du cinéma. Et quand je parle d'ironie, enfin quand il parle d'ironie et de plaisir qu'on a à le voir, je trouve que ça résume pas mal le film. Ok, moi, Frisson, c'est un film que j'aime bien, et je dirais qu'il est à la fois très similaire et très différent de Crash, puisque Crash, je pense que c'est un film qui, à mon humble avis, pas très passionnant à regarder, mais passionnant à débattre, comme vous venez de le démontrer. Parce que je trouve que Shivers est un film qui est beaucoup plus amusant à regarder, qui m'amuse beaucoup plus et qui me plaît beaucoup plus à suivre, mais qui par contre est beaucoup plus simple dans son interprétation. Je trouve que ce qui est assez fascinant quand tu vois les deux films qui thématiquement sont quand même proches, hein, c'est le corps enveloppe qui est voué à une forme de sexualité ou sinon quoi d'autre en gros. Il est beaucoup plus à l'aise dans Crash, il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus sûr de ses moyens. Comme on l'a dit, il est très bien entouré. Ici, c'est la première fois qu'il fait un film où il y a un assistant réalisateur. Donc, il apprend sur le tas. Et c'est étonnant parce qu'on a l'impression que pour passer ce qu'il a en lui et qu'il passera après tout au long de sa carrière, là il doit passer par la monstration, il doit passer par l'effet, il doit passer par donner beaucoup de choses à l'écran. Et c'est un truc que quand il va devenir un auteur beaucoup plus sûr de lui-même, il va en fait enlever de son cinéma et il va se faire beaucoup plus confiance et il va traiter des mêmes thèmes, mais de manière beaucoup plus abstraite, beaucoup plus allusive, selon moi. Là, par exemple, dans le film ici, Frisson, tu as un moment, clairement, une scène où c'est le seul moment du film où tu as le personnage qui peut avoir une relation sexuelle saine, entre guillemets. C'est-à-dire, il a l'occasion d'avoir une relation sexuelle avec une femme qui le désire et qui n'est pas atteinte du parasite qui dérègle les sens. Et il va s'y refuser. Et à ce moment-là, justement, le docteur qui a un prénom magnifique qui s'appelle Rollo, qui mange beaucoup à l'écran. Hein, chez Cronenberg aussi, on mange, enfin on fait l'amour, on mange. Et lui, il dit que il lui dit au téléphone, oui, en fait, c'est le docteur qui a inventé ça parce que l'être humain a perdu sa fonction initiale. On doit transformer l'humanité en une vaste orgie. Et lui, en fait, il va donner raison quelque part à ce discours, puisque le seul moment où il peut avoir du sexe, il ne le prend pas, quoi. Tout ça pour dire que le film ici est beaucoup plus littéral, mais qui m'amuse beaucoup plus. En tout cas. Et je trouve qu'on voit quand même qu'il arrive, en effet, déjà à créer des images qui sont... Pour moi, Cronenberg, c'est pas du tout un cinéaste qui fait, justement, en tout cas, du sentiment. C'est un cinéaste qui fait de la sensation. Et c'est-à-dire que moi, quand je vois ce film-ci, je n'ai quasiment aucun feeling avec aucun des personnages. Mais par contre, quand il y a des scènes, il y a des scènes qui me provoquent des émotions viscérales, c'est-à-dire voilà, de la peur ou du dégoût ou quelque chose comme de cet ordre-là. Et ici, il montre quand même qu'il est très fort pour ça. L'image de la jeune fille qui sort de l'ascenseur et qui va embrasser ensuite le cadavre par terre. T'as l'échange donc justement entre Barbara Steele et la femme qu'elle va contaminer avec le gros plan sur la jugulaire, etc., qui te provoque des vraies sensations, quoi. Après,
Moi, justement, par rapport à ce que tu dis, d'abord, je suis un peu étonné que tu dises que, mais bon, ça c'est très subjectif à nouveau, mais que Cronenberg n'est pas un cinéaste du sentiment, parce que voilà, comme je le disais, moi, bon, on parlait de Crash, mais Dead Ringers, La Mouche, même History of Violence sont des films qui m'émeuvent, mais vraiment énormément. Je me souviens avoir pleuré à la fin de Faux Semblants et à la fin de La Mouche. Enfin, ce sont des films qui me bouleversent concrètement. Et c'est peut-être justement ce qui me manque dans cette partie-là de la carrière de Cronenberg que j'aime pourtant beaucoup. Voilà, enfin, moins que peut-être celle de milieu de filmographie, on va dire, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est peut-être justement un petit peu de sentiment qui me manque, un petit peu d'accroche au personnage, parce que les entités, parce que souvent chez Cronenberg, à nouveau, je le répète, à part peut-être à quelques exceptions près, entre autres celles que j'ai citées les plus émouvantes à mon sens, souvent les personnages sont traités presque comme des entités. À mon sens, elles prendront un petit peu plus d'épaisseur quelques années plus tard, en tout cas. Et ce côté très, très littéral dont tu parles manque. Mais après, voilà, c'est aussi une question de comment tu te positionnes par rapport à un film que tu vois et qu'est-ce que tu as envie de voir, et parfois au moment T. Enfin bon, voilà, c'est tout ça. Mais ici, les personnages sont vraiment... à partir d'un certain moment, en tout cas, possédés et agissent comme des véritables animaux uniquement uniquement soumis à leur pulsion, et ça s'arrête à peu près là. Alors oui, on peut chercher, mais là, pour le coup, c'est peut-être un peu de l'exégèse ou de la surinterprétation. Bah, moi, je suis pas d'accord. Enfin, pardon, mais je suis pas sûr qu'on tire sur la corde. Je crois que pour le coup, il est assez littéral avec ça aussi. Je crois que c'est. Quoi, tu crois que, comme j'y ai pensé, que l'immeuble, c'est la société ? Bah non, mais bah oui, oui, si. Quand il présente l'immeuble au départ et qu'il insiste un peu sur le luxe, etc., il donne quand même le cadre. Pour le coup, j'ai l'impression qu'on peut reparler des motifs, des gimmicks, etc. du film dont on parlait avant, Crash. Mais là, au moins, il y a plus d'épaisseur pour moi, alors qu'on y adhère ou pas, qu'on trouve que c'est de la surinterprétation ou pas. Ça, c'est un débat qu'on a eu tout à l'heure. Mais ici, je trouve que ça s'arrête là, quoi. Voilà, c'est dit, on le prend pas, mais ça va pas plus loin, quoi qu'il arrive. C'est peut-être ça qui, moi, me gêne. Moi, ce qui me gêne, par exemple, dans Crash, c'est que je ne vois que des idées. J'ai pas de connexion, quoi, avec ce qui se passe à l'écran. Jamais. C'est dommage. En fait, dans Crash, je trouve qu'il n'y a pas toujours l'émotion qui affleure parce que les personnages, justement, sont un peu dénués et qui jouissent quand la voiture jouit, pour dire un peu trop simplement, mais par exemple, il y a cette scène au car wash, etc., qui fonctionne quand la mise en scène s'attarde justement sur les éléments de voiture, le moteur, les vitres qui se ferment, etc. La scène du car wash, elle va plus loin que juste le petit plaisir visuel dont tu parles. Pour moi, la scène du car wash, ou celle en miroir entre Spader et Koteas, qui est rendue sensuelle par les précédentes paroles de sa femme plus tôt dans le film, sont les exemples les plus marquants d'espèces de rupture dont je parlais tout à l'heure, comme la manière dont pour moi il utilise l'érotisme dans Crash est vraiment fascinante, parce que l'érotisme, il est là, il est pur et dur, il est concrètement excitant. Il en utilise tous les codes, le couple ennuyé, le gourou qui va aller... Enfin bon, voilà, c'est tout un truc qu'on voit souvent dans des films qui tournent autour de ces thématiques-là. Mais ici, comme pour nous inclure à son jeu de l'excitation, je vais dire, pour nous amener à comprendre les personnages, comme d'ailleurs les tenants et les aboutissants de l'œuvre en elle-même, il nous inclut vraiment là-dedans. Et cette manière de nous impliquer presque même carrément corporellement, parce que c'est pas, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le film, Manu en parlait plus tôt, s'il l'a vu pas mal de fois adolescent, peut-être que le film a été important dans une période où on découvre pas mal de choses. Cette manière, enfin en tout cas, de nous impliquer, donc je disais corporellement même dans cette sexualité des personnages, fonctionne parfois comme une forme d'hypnose que Cronenberg choisit vraiment de casser parfois brutalement contre l'émotion ou la sensation inverse. Et la scène du car wash, ou la scène qui est une scène de semi-viol, on ne sait jamais exactement, et puis après un moment ça devient du plaisir, et puis enfin bon voilà, elle fonctionne exactement comme ça, et elle est brillante et elle est essentielle pour ça, en dehors du fait qu'il y a aussi tout le jeu sur, en effet, le A3 enfermé dans un réceptacle avec l'humidité autour. Enfin bon, voilà, il y a tout ça qui
qui vient aussi. Et puis il y a toute l'idée du film, et particulièrement cette scène-là que je trouve brillante sur les fluides corporels, sur le cuir des bagnoles, comme les cicatrices causées par les bagnoles sur le cuir de l'homme, quoi, sur la peau de l'homme, dans la chair humaine, jusqu'aux tatouages même, qui sont des traits d'esprit des traits d'esprit sur le corps pour faire ressembler l'homme à la voiture. Enfin, là, c'est vraiment l'un qui trace la vie dans l'autre, la vie et le désir. Enfin bon, voilà. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on avait dit sur le gré, c'est un peu une analyse, je veux dire, cérébrale de quelque chose, mais on va pas repartir sur ces notions d'exégèse, etc. Mais... Moi, ça me paraît littéral, mais moins littéral que dans Shivers. Enfin, peut-être même pas tellement moins littéral, juste avec plus de relief, quoi. Et vous, Manuela, que pensez-vous du premier film, pour revenir sur Shivers, que pensez-vous de ce premier film professionnel? On vous voit maintenant dans cette émission, c'est bien. Frisson, c'est un petit peu le même parcours que pour Crash, c'est que c'est un film que j'ai vu dans ma tendre jeunesse, moi qui suis si vieux. J'irais pas jusqu'à dire film complètement satisfaisant comme le dit si bien Olivier. C'est un film pour moi quand même qui accuse le poids des années et qui accuse aussi d'être le premier long métrage pro de Cronenberg, parce que formellement c'est quand même un film pas indigent mais très relâché, on va dire, pour être poli avec la chose, ou quelquefois l'aspect limite nanardeux du film dans sa forme ne joue pas forcément à son avantage. Il faudrait pas survendre le film par rapport à ce qu'il est. Non, mais il y a des fois, c'est clair qu'il y a des scènes où il sait pas quoi faire avec, quoi. Enfin, des fois t'as des entrées de chant, t'as l'impression d'être au théâtre ce soir, un peu. La scène où l'agent immobilier emmène je sais plus qui découvrir une espèce de partouze, je sais pas quoi, là c'est vraiment filmé d'une manière hyper plate, en plan large. Il y a aucun dynamisme, tu crois pas du tout à ce qui se passe dans cette scène-là, et c'est vrai que il y a certains moments où en effet il sait pas quoi faire, quoi. Mais donc voilà, c'est un film effectivement qui se rattrape, parce qu'à la toute fin tu sens qu'il y a quand même une cohérence d'ensemble, et il y a quand même une jouissance dans l'étalage jusqu'au boutiste, on va dire, du film dans sa progression dramatique dans son dernier tiers. Mais c'est souvent effectivement un film à des moments où tu vois quand même les limites de Cronenberg dans sa mise en scène au début, et donc je le regarde avec un aspect plutôt on va dire plus histoire du cinéma que réellement bon film, et que c'est un film qui te permet de le replacer de replacer dans la carrière de Cronenberg et de voir certaines choses à l'œuvre. Avec les premiers films. Mais c'est quand même un film voilà, il n'est pas du niveau de ce qu'il va faire par la suite avec Scanner, avec Chromosome 3 qui culmine avec La Mouche, et qui est pour moi sa période la plus foisonnante et la plus intéressante dans sa filmo. Oui, non, c'est vrai que certaines fois, formellement, on sent des limites, mais je trouve que thématiquement et au niveau purement de l'écriture, le film est quand même assez malin. Ouais, mais thématique, je trouve que par exemple, tu vois, tout ce qui a amorcé au début, je pense qu'il vient peut-être aussi, alors je sais plus, il faudrait resituer dans les dates, parce que c'est des choses que tu vois dans cette critique d'une société de consommation que tu as chez Ballard justement, mais je trouve ça pas forcément très abouti sur ce versant-là. Il y a un côté où ça reste toujours avec du gars quelquefois pas très finaux, ça y va un peu avec la Panzer Division sur ce discours-là. Je veux dire, même si un Romero fait pas plus dans la subtilité, il le fait avec une concision beaucoup tout autre que celle de Cronenberg sur ce film-là, quoi. C'est marrant parce que vous parliez de Romero, pardon, non, mais c'est que moi j'ai pensé à un film tout à fait différent, qui est le film de Pasolini, mais le traitement diffère énormément, mais sur la charge dont je parlais, ou en tout cas sur la tentative de charge vis-à-vis de la société bourgeoise. J'ai pensé fortement à ce film-là, en fait, enfin, Le Salaud ou Les 120 journées de Sodome. Je pense que Cronenberg lui-même serait très content de t'entendre dire ça. Ouais, parce que probablement, ouais. Ça ressemble quand même à une production de Trauma quand même dans l'ensemble. Faut quand même prévenir les gens de ce qu'ils vont voir, parce que là le film va ressortir dans un beau coffret David Cronenberg, avec une belle scène qui est celle de la baignoire, je crois, qui est mis en exergue. Sur la jaquette. Ouais, c'est une des plus réussies, hein. Mais voilà, le film, voilà, il est plus proche d'une production de Trauma. Je sais que ça ferait hurler quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky si on me disait ça, mais c'est un film tu sens que c'est un film pauvre.
Très bien, merci messieurs. Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, je vous remercie pour cette discussion fort animée. Et on va se retrouver bientôt, peut-être en vrai et peut-être avec des nouveaux films. Qui sait ? À très bientôt. Ciao, ciao.